Bonjour à tous, bienvenue dans une capsule immobilière où on va traiter de long et en large l'inspection. C'est quoi une inspection? Est-ce que ça vaut la peine de faire une inspection? Est-ce que c'est dangereux de ne pas en faire une inspection? Vous saurez toutes les réponses à cette question après la capsule. Tout d'abord, je me présente, Mathieu Vachon, courtier immobilier résidentiel dans le secteur de Lanaudière. Donc, sans plus attendre, c'est quoi une inspection pré-achat? Une inspection pré-achat, c'est lorsque vous allez engager quelqu'un, en fait, pour effectuer une inspection sur le bâtiment pour repérer les éléments visibles qui pourraient affecter l'intégrité physique du bâtiment ou bien en diminuer, en fait, la valeur. Dans cette définition, je mettrais vraiment l'accent sur l'aspect visible, étant donné que l'inspecteur va regarder l'état des lieux sans atteindre l'intégrité physique du bâtiment. Donc, ne pourra pas creuser dans le mur pour aller voir la structure, comment elle est faite. Mais si, par exemple, il y aurait de la moisissure apparaissante à l'extérieur des murs, eh bien, il va pouvoir le prendre en photo, ainsi prendre en note dans le rapport de faire des recherches plus approfondies pour connaître l'étendue de la moisissure. Maintenant, on va aller décortiquer les éléments importants de la clause d'inspection qui est la clause 8 dans la promesse d'achat. Le premier élément super important, c'est l'avertissement. Juste avant le début de la clause, ils disent en fait que c'est très inapproprié de ne pas faire d'inspection, sauf dans deux situations. La première situation, c'est lorsqu'on va détruire le bâtiment. Donc si on est pour détruire le bâtiment, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de faire inspecter. La deuxième situation, c'est si on va faire des rénovations majeures, étant donné que souvent c'est des entrepreneurs généraux qui vont faire des flips, eh bien, ils vont déjà avoir une bonne base de connaissances dans le secteur immobilier, et puis c'est moins risqué que si c'était un particulier qui achetait pour y habiter dedans. Le deuxième élément super important, eh bien, c'est le délai, étant donné que le délai commence à partir de l'acceptation de la PA. Donc, par exemple, si on avait mis 10 jours et puis que l'acceptation de la PA a lieu le 8 février, eh bien, on aurait jusqu'au 18 février pour faire inspecter l'immeuble. Passé ce délai-là, eh bien, on ne pourra plus faire l'inspection. Le troisième élément super important dans la clause d'inspection, c'est bien sûr le délai suivant l'inspection. On va pouvoir mieux comprendre en poursuivant la lecture de la clause 8. L'acheteur devra en aviser le vendeur par écrit et devra lui transmettre une copie du rapport d'inspection dans les 4 jours suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus. La présente promesse d'achat deviendra nulle et non avenue à compter du moment de la réception par le vendeur de l'avis accompagné d'une copie du rapport d'inspection. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a 4 jours suivant l'inspection pour dire qu'on veut se retirer de la transaction en remettant le rapport ainsi qu'un accusé de réception par le vendeur. Donc, par exemple, la PA a été acceptée le 8 février et puis on a mis 10 jours dans la clause 8, eh bien on aura jusqu'au 18 février pour faire inspecter. Par la suite, on aura 4 jours supplémentaires pour se retirer, donc on aurait jusqu'au 22 février. Et puis, on pourrait mentionner par exemple qu'il y avait une fissure au solage affectant l'état du bâtiment qui aurait été mentionné dans le rapport. Ça serait suffisant pour se retirer avec cette clause. Si on observe en dessous de la clause 8.1, on peut aussi refuser en fait de faire une inspection. Puis il y a un petit passage quand même important qui est souligné en fait dans la PA. Je vais vous le lire. C'est « Il reconnaît également d'avoir été informé par le courtier identifié à la clause 2.1 des risques de ne pas avoir procédé à une inspection. » En fait, ça veut dire quoi les risques de ne pas avoir procédé à l'inspection? Risque numéro 1 de ne pas faire inspecter, eh bien, on n'a aucune idée de l'état de l'immeuble. Est-ce que la toiture est à refaire? Est-ce que la fenestration est à changer? Est-ce que la fissure au solage met en péril la structure du bâtiment? C'est toutes des questions qui sont quand même assez importantes pour ne pas avoir à payer dans un futur proche. Risque numéro 2 de ne pas faire inspecter, eh bien, on a beaucoup moins de recours contre les vendeurs, étant donné que les vices apparents sont la responsabilité de l'acheteur et puis que les vices cachés sont la responsabilité du vendeur, mais le seul document qu'on a représentant l'état de l'immeuble lors de l'achat, eh bien, c'est la déclaration du vendeur. Étant donné qu'on n'aura pas fait inspecter, on n'aura pas de rapport. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de prouver que le vice était caché lors de l'achat. Et puis, les juges sont beaucoup moins cléments envers les acheteurs non vigilants. Donc, si on ne fait pas inspecter, on pourrait dire que l'acheteur est non vigilant. Maintenant qu'on comprend beaucoup mieux à quoi ça sert une inspection et puis c'est quoi une inspection, on va aller plus en détail dans les avantages d'une telle clause.
Avantage numéro 1, bien sûr, c'est la connaissance de l'état de santé de l'immeuble. J'en ai parlé quand même assez en détail à travers la vidéo, c'est pour la raison où on n'ira pas plus en détail. Numéro 2, c'est la renégociation du prix ou bien faire exécuter des travaux aux frais du vendeur. Suite à l'inspection, on va avoir une meilleure idée de l'état d'immeuble et puis on va pouvoir renégocier le prix en fonction de la valeur des travaux qui sont effectués ou bien demander en fait au vendeur de les effectuer par un expert dans le domaine à ses frais à l'aide d'une clause particulière. Numéro 3, eh bien, on pourrait faire expertiser de façon plus approfondie les problèmes qui ont été révélés dans le rapport d'inspection. Numéro 4, la dernière mais non la moindre, eh bien, si on trouve que les travaux qui sont effectués sont vraiment trop chers par rapport à la valeur de l'immeuble, eh bien, on pourrait tout simplement se retirer de la transaction. Maintenant que vous connaissez un peu plus la valeur d'une inspection pré-achat, une autre question s'impose. Comment choisir son inspecteur en bâtiment? Malheureusement, il n'y a pas d'ordre qui régit les inspecteurs en bâtiment, donc n'importe qui pourrait s'improviser inspecteur en bâtiment. C'est une raison supplémentaire pour faire des recherches plus approfondies sur les inspecteurs. Si on va sur le site internet de l'OASIC, eh bien, l'OASIC recommande 4 critères qu'un inspecteur devrait respecter. Premièrement, l'inspecteur devrait détenir une assurance responsabilité professionnelle contre les fautes, erreurs ou omissions. Le premier critère fait tout son sens, étant donné que si l'inspecteur faisait mal son travail et ne révélait pas tous les vices apparents sur l'immeuble dans son rapport, et puis que vous aviez à poursuivre l'inspecteur et qu'il n'aurait pas d'assurance responsabilité, sûrement qu'il n'y aurait pas la somme suffisante pour rembourser la valeur des travaux à effectuer sur l'immeuble. Le deuxième critère est que l'inspecteur doit effectuer ses inspections conformément à une norme pratique reconnue qui fournit les lignes directrices minimales. Encore une fois, ce deuxième critère fait tout son sens, étant donné qu'on veut un inspecteur qui suit certaines lignes directrices, qui ne va pas au hasard, puis qui ne change pas son inspection d'un immeuble à l'autre. Ça va vous faire vraiment un gros ménage à travers tous les inspecteurs au Québec en appliquant ce deuxième critère dans votre recherche. Le troisième critère, l'inspecteur doit utiliser une convention de service reconnue qui précise la nature, l'étendue ainsi que les limites des exercices offerts par l'inspecteur, de même que leur coût. Et puis le dernier et non le moindre, l'inspecteur doit remettre un rapport écrit. En effet, pour que la clause 8 s'applique, il faut avoir un rapport en main qu'on doit remettre au vendeur si on veut se retirer. Après avoir lu ces 4 critères, vous allez sûrement me dire, Mathieu, c'est bien beau là, on comprend c'est quoi les 4 critères, mais comment je fais pour savoir si l'inspecteur va respecter ces 4 critères? Eh bien, l'OASIC a encore une fois une solution pour vous. En fait, elle a conclu des ententes avec des associations d'inspecteurs en bâtiment qui respectent les normes mentionnées. Donc, je vous recommande fortement d'aller sur le site de l'OASIC, cliquer sur les associations, ils vont vous dire quel inspecteur fait partie de l'association qui respecte ces 4 critères mentionnés. Si vous regardez un petit peu plus haut que les 4 éléments que je viens d'énumérer pour choisir un bon inspecteur, eh bien, il est écrit que selon la loi sur le courtage, un courtier immobilier se doit obligatoirement de vous recommander une inspection pré-achat. Wow, red flag! Si jamais vous faites partie de ceux que le courtier immobilier n'a pas recommandé une inspection pré-achat et puis que vous ne faisiez pas partie des 2 exceptions, donc c'est-à-dire la destruction du bâtiment ou bien un flip, ce serait quand même intéressant de magasiner son courtier immobilier. C'est pour cette raison que j'ai fait une vidéo, le lien de la vidéo est en description, sur quelques astuces comment bien sélectionner son courtier immobilier. Et puis finalement, si jamais vous êtes accompagné par un courtier immobilier lors de l'achat d'un immeuble, sachez que votre courtier peut vous recommander 3 inspecteurs pour l'inspection. Maintenant que j'ai fait un beau résumé sur la valeur de l'inspection ainsi que les risques liés à l'achat sans inspection, je vous souhaite une excellente journée et puis on se revoit dans un de vos prochains projets immobiliers ou bien dans une prochaine capsule immobilière.